L'hôtesse de l'air renverse un verre sur une milliardaire de 13 ans. Ce qui se passe ensuite va vous choquer. C'est ce qui arrive quand les enfants apportent dans les avions des choses chères qu'ils ne peuvent pas se permettre de remplacer. L'hôtesse de l'air se tenait au-dessus de la jeune fille de 13 ans, regardant le jus de pomme couler de l'ordinateur portable de l'enfant, de ses vêtements, de ses documents de présentation. Le liquide s'accumulait sur le coûteux siège de première classe, s'infiltrant partout. Les mains de la jeune fille tremblaient alors qu'elle essayait frénétiquement de sauver son travail. Non, non, non. Ma présentation, mon travail. L'écran de son ordinateur portable a clignoté une fois, 2 fois, puis est devenu complètement noir. 6 mois de travail, disparu. Sa présentation pour la conférence de demain. Détruite. Son journal rempli de rêves et d'objectifs. Ruiné. Mais l'hôtesse de l'air n'avait pas fini. Eh bien, la prochaine fois, vous laisserez les jouer à la maison. La jeune fille leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas un jouet. C'est mon entreprise. Ma société. L'hôtesse de l'air a ri. Un son froid et moqueur qui a traversé la cabine. Votre société. Quelle entreprise une enfant de 13 ans dirige-t-elle? Un stand de limonade? D'autres passagers ont ri aussi. Un homme d'affaires plus âgé gloussa depuis son siège. Sa femme ajouta, les enfants d'aujourd'hui pensent que jouer sur des ordinateurs fait d'eux des PDG. La voix de la jeune fille devint plus forte malgré ses larmes. Carter Youth Insight. Je suis la fondatrice et PDG. Nous faisons de l'analyse et du conseil en consommation. La fausse sympathie de l'hôtesse de l'air devint encore plus cruelle. C'est adorable, ma chérie. Vraiment mignon. Mais soyons réalistes. Vos parents ont probablement créé un joli petit site web et vous pensez que c'est une entreprise. C'est le monde réel. Et dans le monde réel, les enfants n'achètent pas de billets de première classe. Ils ne dirigent pas d'entreprise. Ils n'ont pas leur place ici. Ce mot, place. Et si la couleur de votre peau elle-même est un déclencheur? Et si votre succès devient leur problème? Et si tout ce qui vous concerne, votre âge, votre race, vos réalisations, menace tellement les gens qu'ils ne peuvent même pas vous voir comme un être humain? La jeune fille de 13 ans fixait son ordinateur portable en ruine, son souhait à capuche taché de jus, ses rêves détruits. On lui avait enseigné toute sa vie que le travail acharné lui vaudrait le respect, que le succès ouvrirait des portes, que l'excellence parlerait d'elle-même. Mais à ce moment-là, couverte de jus de pomme à 10 000 mètres d'altitude, elle réalisa la douloureuse vérité. Pour certaines personnes, son existence même était une offense. Sa peau noire dans un siège de première classe. Son jeune visage parlant d'entreprises valant des millions de dollars. Sa confiance dans des espaces où l'on s'attendait à ce qu'elle s'excuse de respirer. Et quelque chose en elle a changé. Sa tristesse s'est durcie en quelque chose d'autre. Quelque chose de puissant, quelque chose qui refusait d'être petite plus longtemps. Elle a fouillé dans son sac à dos et en a sorti son téléphone. L'hôtesse de l'air a souri. Appelez maman. La jeune fille a fait défiler ses contacts et a appuyé sur la touche d'appel. Quand elle a parlé, sa voix était calme, posée et absolument terrifiante. Bonjour, David. Je suis sur l'un de vos avions en ce moment. Vol 447 Atlanta à Miami. J'ai besoin que vous fassiez faire demi-tour à cet avion. Ce qui s'est passé ensuite allait immobiliser un avion entier, faire les gros titres internationaux et changer à jamais la politique de la compagnie aérienne. Parce que cette jeune fille de 13 ans couverte de jus de pomme, elle n'appelait pas sa mère. Elle appelait le PDG de la compagnie aérienne. Et elle possédait 2,1 millions de dollars d'actions de la compagnie aérienne. Le sourire de l'hôtesse de l'air disparut. Son visage devint blanc parce qu'elle venait d'apprendre la leçon la plus chère de sa vie. Ne jamais juger la valeur de quelqu'un en fonction de son apparence. Ne jamais laisser ses insécurités devenir le cauchemar de quelqu'un d'autre. Et ne jamais, jamais sous-estimer une jeune fille noire de 13 ans qui sait exactement qui elle est. Bienvenue aux histoires noires et meurtries. Si vous êtes nouveau ici, vous venez de rejoindre une communauté dédiée à la vérité, la justice et la survie. Montrez un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et s'abonner. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Revenons 24 heures en arrière pour comprendre exactement qui était cette jeune fille et pourquoi ce qui s'est passé dans cet avion allait secouer toute une industrie. Son nom était Naomi Carter, 13 ans.
Et alors qu'elle se tenait devant son miroir ce matin-là à Atlanta, en Géorgie, elle récitait les mêmes affirmations qu'elle prononçait chaque jour, « Je suis digne. Je suis capable. Je suis suffisante. » En regardant la chambre de Naomi, vous verriez une contradiction intéressante. Sur un mur étaient accrochés des certificats de codage, une couverture encadrée du magazine Forbes avec son visage, et des photos d'elle aux côtés de PDG de la technologie lors de conférences. Mais sur l'autre mur, il y avait des affiches de K-pop, des étagères remplies d'animaux en peluche et un bureau jonché de devoirs qu'elle devait encore terminer. Car malgré tout ce qu'elle avait accompli, Naomi n'était encore qu'une enfant essayant d'équilibrer deux mondes très différents. Alors, comment une enfant de 13 ans s'est-elle retrouvée en couverture de Forbes? Laissez-moi vous raconter une histoire qui a commencé pendant les jours les plus sombres de la pandémie. Quand Naomi avait 9 ans et que le monde était en confinement, elle a fait un choix qui allait changer sa vie pour toujours. Pendant que d'autres enfants jouaient à Fortnite et regardaient des vidéos TikTok, Naomi a appris seule la programmation Python. Heure après heure, jour après jour, elle a consommé des tutoriels de codage, résolu des problèmes et développé ses compétences à partir de zéro. À 10 ans, elle avait identifié un problème que personne d'autre ne résolvait. Les étudiants avaient des difficultés avec l'apprentissage à distance. Ils avaient besoin d'aide, mais les cours particuliers traditionnels étaient chers et difficiles d'accès. Alors Naomi a créé StudyBuddy, une application qui mettait en relation des étudiants en difficulté avec des tuteurs pairs qui pouvaient expliquer des concepts d'une manière qui avait du sens pour d'autres enfants. Le concept était d'une simplicité brillante, des enfants qui enseignent à des enfants, et cela a explosé. 2 millions de téléchargements en 6 mois. Des étudiants des 50 États l'utilisaient. Les enseignants le recommandaient. Les parents le louaient. Et les offres ont commencé à affluer d'investisseurs qui voulaient une part de ce que cet enfant de 10 ans avait bâti. Quand Naomi a eu 11 ans, elle a pris une décision qui a choqué tous les adultes de sa vie. Elle a vendu StudyBuddy pour 4,2 millions de dollars. 4,2 millions de dollars. À 11 ans. Mais voici où Naomi a prouvé qu'elle n'était pas seulement chanceuse, elle était stratégique. Au lieu d'acheter un manoir ou des voitures de luxe, elle a investi. Elle a embauché un conseiller financier, a placé la majeure partie de l'argent dans des portefeuilles diversifiés et a utilisé une partie pour lancer quelque chose d'encore plus ambitieux, Carter Youth Insight, une société de conseil qui enseignait aux entreprises du Fortune 500 comment atteindre authentiquement la génération Z. Car qui mieux pour comprendre ce que les jeunes veulent réellement que quelqu'un qui le vit littéralement? Les grandes entreprises payaient Naomi des milliers de dollars par heure pour leur dire la vérité que leur département marketing coûteux ne pouvait pas voir. Elle expliquait pourquoi leur publicité semblait fausse, pourquoi leur stratégie de médias sociaux ratait la cible, pourquoi leurs produits ne se connectaient pas avec les jeunes consommateurs, et les entreprises écoutaient parce que les informations de Naomi étaient de l'or pur. À 13 ans, assise dans sa chambre ce matin-là, la valeur nette de Naomi avait grimpé à 8,7 millions de dollars. La plus jeune millionnaire autodidacte de Géorgie. Présentée dans Forbes, Business Insider et Teen Vogue, invitée à prendre la parole lors de conférences où elle était souvent la seule personne dans la salle à ne pas pouvoir légalement conduire une voiture. Mais le succès n'avait pas changé Naomi, pas de la manière dont les gens pourraient s'y attendre. Elle vivait toujours dans la même maison, faisait toujours ses devoirs tous les soirs, aidait toujours sa mère à faire la vaisselle, était toujours nerveuse avant les présentations. Ce matin-là, alors que Naomi faisait sa valise pour son voyage au Young Entrepreneur Summit à Miami, où elle serait conférencière principale, sa mère entra dans la chambre. La docteure Patricia Carter était une directrice de lycée, une mère célibataire qui avait élevé Naomi avec une volonté de faire envelopper d'un amour inconditionnel. Elle-même avait été la première de sa famille à aller à l'université, travaillant 3 emplois pour y arriver, et elle avait inculqué à Naomi à la fois l'ambition et l'humilité. Patricia s'assit sur le lit et commença à tresser les cheveux naturels de Naomi en fines nattes collées. Ses doigts se mouvaient avec l'aisance exercée de 1000 matins comme celui-ci. « Bébé », dit Patricia, sa voix douce mais sérieuse. « Le monde ne verra pas toujours ton éclat en premier. Ils verront une jeune fille noire. Tu es préparé à ça. » Naomi rencontra le regard de sa mère dans le miroir. « Maman, je me prépare toute ma vie. » Les mains de Patricia s'arrêtèrent, tremblant légèrement. « Je sais, bébé. Je sais que tu le es. Rappelle-toi juste quelque chose. Ton intelligence menace les gens. Ton succès menace les gens. Ta couleur noire menace les gens. Ton âge menace les gens. C'est beaucoup de menaces pour une petite fille à porter sur ses épaules. » Elle tira Naomi plus près,
sa voix tombant presque au chuchotement. Et bébé, parfois la couleur de ta peau seule suffit à déclencher les gens. Parfois ton succès devient leur problème. Ils te voient gagner et cela leur rappelle leurs propres échecs. Ils te voient confiante et cela les fait se sentir petits. Ils te voient dans des espaces qu'ils pensent leur appartenir et cela brise quelque chose en eux. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton existence même défie tout ce qu'on leur a appris sur qui mérite le succès. Je ne suis plus petite, maman. Des larmes montèrent aux yeux de Patricia alors qu'elle serrait sa fille dans une étreinte féroce. Tu seras toujours ma petite fille. Mais tu as raison. Tu n'es plus une enfant. Tu es extraordinaire. Tu es puissante. Tu es brillante. Promets-moi juste que tu resteras en sécurité. Reste humble. Et surtout, reste toi-même. Ne laisse pas le monde te rendre dur. Ne laisse pas leur haine te rendre haineuse. Ne laisse pas leur peur te rendre craintive. Alors qu'elles se tenaient l'une l'autre, Patricia passa son bras autour de son propre cou et retira un petit collier avec une croix en or, le même qu'elle portait lorsqu'elle fut la première personne de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Elle le passa autour du cou de Naomi. Cela m'a donné de la force quand les gens doutaient de moi, murmura Patricia. Quand les professeurs ne croyaient pas que j'avais ma place dans leur classe, quand les employeurs ne pensaient pas que j'étais qualifié. Quand le monde essayait de me rabaisser. Quand la couleur de ma peau mettait les gens mal à l'aise, quand mon succès mettait les gens en colère, que cela te rappelle que tu viens de la force. Tu viens de la foi. Tu viens de gens qui ont refusé d'être brisés, peu importe le nombre de fois où le monde a essayé de les briser. Naomi toucha la croix, sentant son poids. Je ne te décevrai pas, maman. Bébé, tu ne pourrais jamais me décevoir. Je veux juste que tu te rappelles qui tu es. Quand les gens essaieront de te dire qui ils pensent que tu devrais être, rappelle-toi que leur inconfort n'est pas ton problème. Leur insécurité n'est pas ton fardeau. Leur préjugé n'est pas ta vérité. Naomi termina de faire sa valise. Son ordinateur portable y alla en premier, couvert d'autocollants qui proclamaient « Black Girl Magic »,« Code Queen » et « Futur Suyo ». Puis ses documents de présentation pour la conférence, son journal préféré où elle notait ses idées et ses objectifs, et enfin son casque anti-bruit pour le vol. Le trajet jusqu'à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta fut silencieux. Patricia jetait des coups d'œil à sa fille dans le rétroviseur, mémorisant son visage comme si elle pouvait l'oublier pendant les quelques jours où elles seraient séparées. Aux déposes minutes, elles se serrèrent dans les bras une dernière fois. « Montre-leur ce à quoi ressemble la brillance, bébé », murmura Patricia. « Je le ferai, maman. Je le promets. » Naomi franchit les portes automatiques, tirant sa petite valise derrière elle, celle couverte d'autocollants de tous les endroits où elle avait voyagé pour affaires. San Francisco, New York, Chicago, Austin. Des villes qu'elle avait visitées non pas en tant que touriste, mais en tant que consultante, oratrice, PDG. Elle était habillée comme une adolescente typique ce matin-là. Un sweat à capuche violet vif avec les mots « Young »,« Gifted »,« and Black » brodés sur le devant, un jean skinny et des baskets colorées qui s'éclairaient quand elle marchait. Ses cheveux naturels étaient coiffés en tresses carrées avec des perles colorées qui cliquetaient musicalement quand elle bougeait. Pour quiconque la regardait, elle ressemblait à n'importe quel autre enfant partant en voyage. Mais Naomi Carter n'était pas n'importe quel autre enfant. Au contrôle de sécurité, elle plaça ses affaires dans les bacs avec une efficacité rodée. Elle avait fait cela des dizaines de fois auparavant. L'agent de la TSA, un homme âgé au visage aimable, lui sourit. « Vous voyagez seul aujourd'hui, ma chérie ?»« Oui, monsieur », répondit poliment Naomi. « Je vais à Miami pour une conférence d'affaires. »« Une conférence d'affaires ?» Il gloussa chaleureusement. « C'est super. Bon vol. » Naomi sourit et continua son chemin. Elle était habituée à ce que les adultes ne la croient pas tout à fait. Cela arrivait partout où elle allait. À sa porte d'embarquement, Naomi s'installa sur un siège et sortit son iPad pour revoir sa présentation principale une dernière fois. La diapositive de titre disait « La Gen Z n'est pas votre futur client. Nous sommes votre réalité actuelle. » Elle avait donné des versions de ce discours une douzaine de fois, mais elle sentait toujours des papillons dans le ventre. Autour d'elle, les voyageurs s'agitaient avec leur café et leurs bagages à main. Plusieurs personnes la fixaient, une jeune fille noire assise seule, travaillant sur ce qui était clairement des documents professionnels. Leurs regards n'étaient pas bienveillants. Ils étaient suspicieux, jugeants, interrogateurs.
Une femme blanche plus âgée, la cinquantaine, s'approcha, le visage plissé d'inquiétude. « Ma chérie, vous êtes perdue? Où sont vos parents ?» Naomi leva les yeux, son sourire poli déjà en place. « Je vais bien, merci. Je voyage seule pour une conférence d'affaires. » L'expression de la femme se mua en condescendance. « Une conférence d'affaires? Oh, c'est adorable. Quel genre de conférence d'affaires? Comme une convention de stand de limonade? » Les mots piquèrent, mais Naomi avait entendu des variations de cela toute sa carrière. « Non, madame. Le sommet des jeunes entrepreneurs. Je suis une oratrice principale. » La femme rit, oui, elle rit, comme si Naomi avait raconté la blague la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Les jeunes d'aujourd'hui avec leur imagination. Eh bien, bonne chance avec votre stand de limonade, ma chérie. Elle s'éloigna, continuant de rire. La mâchoire de Naomi se serra, mais elle ne dit rien. Elle avait appris qu'argumenter avec des gens comme ça était inutile. Ils avaient décidé qui elle était en fonction de ce qu'ils voyaient, une jeune fille noire. Par conséquent, elle ne pouvait pas être une personne à succès. Ne pouvait pas voler en première classe avec son propre argent. Ne pouvait pas être plus que ce que leurs imaginations limitées permettaient. La couleur de sa peau était un déclencheur. Sa confiance était une offense. Son succès était leur problème. Mais alors une voix différente se fit entendre. Naomi Carter. Naomi leva les yeux et vit une femme asiatique américaine d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur coûteux, les yeux vifs de reconnaissance. Je pensais bien que c'était vous. Je suis Linda Chin. Je suis investisseuse dans la technologie et je suis le travail de votre entreprise. Carter Youth Insight fait des choses absolument incroyables. Le visage de Naomi s'illumina. Vous connaissez mon travail? Le connaître? Linda rit. J'ai essayé d'investir. Votre gestionnaire d'entreprise m'a dit que vous ne cherchiez pas d'investisseurs extérieurs. Bon coup, d'ailleurs. Trop de jeunes entrepreneurs cèdent des capitaux trop tôt. Naomi se leva, soudain plus animée. J'ai appris cette leçon en étudiant les erreurs d'autres startups. L'endettement et le contrôle extérieur peuvent compromettre votre vision. Je voulais m'auto-financer et maintenir une autonomie complète sur la direction de mon entreprise. Les sourcils de Linda se haussèrent, clairement impressionnés. Sage au-delà de vos années. La plupart des PDG 2 fois plus âgés que vous ne comprennent pas ce principe. Elle jeta un coup d'œil à sa carte d'embarquement. Et, je suis sur votre vol. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le voyage, faites-le moi savoir. Merci, Madame Chin. C'est très gentil. L'annonce d'embarquement crépita dans les haut-parleurs. Zone 1, passager de première classe. Naomi rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte. L'agente d'embarquement, une jeune femme blanche aux cheveux tirés en une queue de cheval serrée, scanna la carte d'embarquement de Naomi. Ses yeux s'écarquillèrent en regardant l'écran. Oh, ma chérie, ceci indique la première classe. Êtes-vous sûr que votre maman n'a pas réservé le mauvais siège? La patience exercée de Naomi s'activa. C'est correct, madame. Siège 2A. L'agente échangea un regard avec sa collègue. Un regard qui disait tout. Un regard qui questionnait. Un regard qui doutait. Un regard qui supposait qu'une enfant noire ne pouvait absolument pas se permettre la première classe. Bon vol. Naomi s'engagea sur la passerelle, mais elle pouvait entendre la conversation murmurer derrière elle. Première classe. Comment une enfant peut-elle se permettre ça? Ses parents ont probablement dépensé leur loyer pour avoir l'air riche. Probablement un truc de Make-A-Wish. Chaque mot tombait comme une petite pierre lancée dans son dos. La mâchoire de Naomi se serra, mais elle continua de marcher. Ce n'était rien de nouveau. C'était sa réalité chaque fois qu'elle voyageait. La couleur de sa peau rendait les gens suspicieux. Son âge les rendait condescendants. Sa confiance les rendait hostiles. Lorsqu'elle est montée dans l'avion, la température a semblé chuter. Toutes les têtes en première classe se sont tournées pour la fixer. Les passagers étaient exactement ce à quoi l'on pouvait s'attendre, plus âgés, riches, majoritairement blancs, et ils regardaient tous cette jeune fille noire de 13 ans en sweat à capuche et basket lumineuse comme si elle s'était égarée dans la mauvaise section de l'avion. La chef de cabine s'approcha. Son badge indiquait Rachel Morrison. Elle avait 38 ans, blonde,
avec des yeux fatigués qui suggéraient trop d'années de déception et trop de factures impayées. Quand elle vit Naomi, son sourire professionnel vacilla et devint plus froid. « Eh bien, bonjour, ma chérie. » La voix de Rachel était doucereuse et fausse. « Cherchez-vous quelqu'un? »« Non, madame, » répondit Naomi. « Je suis en siège 2A. » Le sourire de Rachel disparut complètement. « Siège 2A? C'est. Êtes-vous sûr? » Naomi tendit silencieusement sa carte d'embarquement. Rachel la lui arracha des mains et vérifia sa tablette, son visage s'aigrissant à chaque seconde. « Où sont vos parents? »« Je voyage seul. J'ai 13 ans, donc je n'ai pas besoin d'un accompagnateur adulte. » Les yeux de Rachel se plissèrent. « Et qui a payé ce billet, exactement? »« Moi, madame. » Le silence qui suivit fut épais et inconfortable. L'expression de Rachel montrait clairement ce qu'elle pensait. Cet enfant noir n'a pas acheté un billet de première classe à $1200. Cet enfant noir n'a pas sa place ici. La présence même de cet enfant noir dans cet espace est une offense. Vous, dit Rachel lentement, sa voix dégoulinante d'un mépris à peine dissimulé. Une enfant a payé $1200 pour un billet de première classe. Oui, madame. Rachel se tourna vers le poste de pilotage, parlant assez fort pour que toute la cabine entende. Laissez-moi juste vérifier cela avec le capitaine. Au siège 1A, un riche homme d'affaires blanc nommé Gerald Westbrook gloussa. A probablement volé la carte de crédit de maman. Sa femme Diane, parée de diamants et de vêtements de marque, ajouta avec une fausse sympathie, ou c'est une de ces choses Make-A-Wish. C'est si gentil de la part des compagnies aériennes. Les yeux de Naomi commencèrent à larmoyer, mais elle cligna rapidement des yeux, refusant de laisser les larmes couler. Elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Un autre steward apparut. Un homme noir d'une trentaine d'années aux yeux bienveillants. Son badge indiquait Marcus. Il s'approcha doucement de Naomi, sa voix douce et respectueuse. « Mademoiselle, pendant que nous vérifions tout. Puis-je vous aider avec votre sac? »« Merci, » murmura Naomi avec gratitude. Tandis que Marcus rangeait soigneusement sa valise dans le compartiment supérieur, il se pencha et murmura, « Ne les laissez pas vous atteindre. Vous avez autant votre place ici que n'importe qui. Je sais ce que c'est. La couleur de votre peau devient leur problème, pas le vôtre. Rappelez-vous ça. » Ces simples mots brisèrent presque entièrement le calme de Naomi. Elle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler, et se glissa dans le siège 2A. Ses petites mains agrippèrent fermement les accoudoirs alors qu'elle essayait de stabiliser sa respiration. Rachel revint, le visage tordu d'une irritation évidente. « Eh bien, apparemment c'est légitime. Installez-vous. » Le mot « apparemment » flottait dans l'air comme une accusation. Une jeune hôtesse de l'air nommée Jessica commença à distribuer des serviettes chaudes aux passagers de première classe. Elle sourit chaleureusement aux Westbrook, leur offrant des serviettes avec une hospitalité sincère. Elle en donna une à Linda Chin avec une courtoisie professionnelle. Mais lorsqu'elle atteignit la rangée de Naomi, elle passa juste devant sans même établir de contact visuel. Naomi le remarqua. Bien sûr, elle le remarqua. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? La couleur de sa peau la rendait invisible quand c'était pratique et visible de manière flagrante quand ça ne l'était pas. De l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires latino nommé Carlos Martinez, au visage aimable, capta le regard de Naomi et lui fit un clin d'œil subtil et encourageant. C'était un petit geste, mais il rappela à Naomi que tout le monde dans cette cabine n'avait pas déjà décidé qu'elle n'avait pas sa place. Alors que l'avion commençait à rouler vers la piste, Naomi regarda par la fenêtre le paysage d'Atlanta disparaître derrière eux. Elle pensa aux paroles de sa mère. Elle toucha le collier en croix et elle se demanda, non pas pour la première fois, pourquoi le succès faisait que certaines personnes vous respectaient et d'autres vous en voulaient. Elle se demanda pourquoi la couleur de sa peau et son âge semblaient plus importants que ses réalisations. Elle se demanda pourquoi elle devait constamment prouver qu'elle avait sa place dans des espaces qu'elle avait gagné le droit d'occuper. Elle se demanda pourquoi être jeune, noire et prospère la rendait une menace au lieu d'une inspiration. Mais surtout, elle se demanda combien de temps elle pourrait continuer à avaler ces petites indignités avant que quelque chose en elle ne se brise enfin. L'avion décolla, montant dans les nuages. Et Naomi n'avait aucune idée qu'en moins d'une heure, elle cesserait de se poser des questions et commencerait à exiger des réponses. Si vous pensez que les jeunes méritent le respect, peu importe leur âge ou la couleur de leur peau,
cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Cette histoire ne fait que commencer et ce qui se passe ensuite va absolument vous choquer. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été jugé ou ignoré à cause de votre apparence? Parlons-en. Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint alors que l'avion atteignait son altitude de croisière. À 10 000 mètres d'altitude, Naomi Carter a ouvert son ordinateur portable et a essayé de se concentrer sur sa présentation. L'écran brillait avec des tableaux de bord analytiques impressionnants, des données d'études de marché et le logo de son entreprise. Elle révisait le discours qu'elle donnerait demain, un discours que les cadres du Fortune 500 avaient payé des milliers de dollars pour entendre, mais sa gorge était sèche à cause de l'air de l'avion, et elle avait besoin d'eau. Elle a appuyé sur le bouton d'appel. Rachel est apparue en quelques secondes, son expression déjà agacée. « Oui, pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» demanda poliment Naomi. Rachel croisa les bras. « Nous allons bientôt commencer le service de boisson. Vous pouvez attendre. »« Bien sûr. »« Merci. » Rachel s'éloigna sans un mot de plus. Naomi retourna à son ordinateur portable, supposant que l'eau viendrait bientôt avec le service de boisson. 20 minutes passèrent. Jessica et Rachel commencèrent à pousser le chariot de boisson dans l'allée, commençant enfin le service. La gorge de Naomi était comme du papier de verre, mais elle attendit patiemment. Rachel s'approcha de Gerald Westbrook avec un sourire chaleureux et familier. « Monsieur Westbrook, champagne comme toujours. » Gerald sourit. « Vous me connaissez si bien, Rachel. Seul le meilleur pour nos meilleurs passagers. » Rachel gloussa, versant du champagne coûteux dans une flûte en cristal. « À Diane Westbrook, et pour vous, Madame Westbrook ? Vin blanc, ma chère. » Excellent choix. La voix de Rachel était douce comme du miel. Quand elle atteignit Linda Chin, la chaleur chuta de plusieurs degrés. « Madame, que puis-je vous offrir ? » « Thé vert, s'il vous plaît. » Les lèvres de Rachel se pressèrent en une fine ligne. « Nous verrons ce que nous avons. » À Carlos Martinez, monsieur, merci. Un bref hochement de tête. Puis le chariot atteignit la rangée de Naomi. Et quelque chose de remarquable se produisit. Rachel tourna littéralement le dos à Naomi et commença à pousser le chariot au-delà de son siège, comme si Naomi n'existait pas. La voix de Naomi était confuse et petite. « Excusez-moi, madame. » Rachel ne se retourna pas, « Quoi ? J'aimerais de l'eau, s'il vous plaît. » Rachel ne se retourna toujours pas, « Nous n'en avons plus. » Naomi pouvait voir au moins 6 bouteilles d'eau clairement visibles dans le chariot à seulement 1 mètre. « Je peux voir des bouteilles juste là. » Rachel se retourna finalement et ses yeux étaient froids comme de la glace. « Celles-ci sont réservées aux passagers qui paient. » Les mots frappèrent Naomi comme un coup physique. « Je suis une passagère qui paie. » La voix de Rachel baissa encore, dégoulinant d'un mépris qu'elle ne prenait plus la peine de cacher. « Ma chérie, je ne sais pas à quel jeu vous jouez ni qui a acheté votre billet, mais le service de première classe est pour les passagers de première classe. Les vrais. » La cabine sembla se taire. D'autres passagers regardaient maintenant, certains avec choc, d'autres avec une curiosité inconfortable. Les yeux de Naomi commencèrent à se remplir de larmes. « Je ne comprends pas. Je veux juste de l'eau. » Rachel se pencha, sa voix méchante et cinglante. « Ce que vous voulez, c'est de l'attention. Eh bien, félicitations. Vous avez la mienne, et je vous dis non. Maintenant, taisez-vous avant que j'appelle le capitaine. » Linda Chin, qui avait observé tout l'échange avec une horreur croissante, intervint sèchement. « Excusez-moi, c'est absurde. Elle a demandé de l'eau. De l'eau simple. » Rachel se tourna vers elle, défensive. « Madame, je gère ma cabine comme bon me semble. » La voix de Linda s'éleva. « En refusant le service à une passagère payante, une enfant. Je n'ai pas à me justifier. » Gerald Westbrook l'interrompit, clairement agacé par la perturbation de son vol paisible. « Oh, pour l'amour de Dieu, donnez juste de l'eau à l'enfant pour que nous puissions avoir la paix et la tranquillité. » Le visage de Rachel rougit. Elle avait été défiée par plusieurs passagers maintenant, et son autorité s'amenuisait. Son embarras se transforma en colère, et cette colère avait besoin d'une cible. « Bien, » cracha Rachel. « Bien. » Elle attrapa une bouteille du chariot, mais Naomi remarqua immédiatement que ce n'était pas de l'eau. C'était du jus de pomme.
Naomi tendit la main avec espoir. Sa petite main s'allongea. Merci. Et puis c'est arrivé. Rachel fit un pas en avant. Son pied trébucha sur absolument rien. Il n'y avait pas de turbulence, pas de secousse, aucune raison pour ce qui s'est passé ensuite. Dans un mouvement qui semblait presque délibéré, Rachel trébucha et toute la bouteille de jus de pomme s'envola dans les airs. Cela s'est passé au ralenti. Le jus collant et sucré a coulé dans l'air et a éclaboussé directement l'ordinateur portable de Naomi. L'écran a clignoté une fois, 2 fois. Des étincelles ont jailli du clavier puis il est devenu noir. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le jus a trempé les genoux de Naomi, imbibant son sweat à capuche violet. Il a éclaboussé ses documents de présentation. Des mois de recherche soigneusement préparés se transformaient maintenant en une bouillie illisible. Son journal, où elle avait écrit tous ses objectifs et ses rêves depuis ses 10 ans, a absorbé le liquide comme une éponge. Non, 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 haleta Naomi, ses mains essayant frénétiquement de sauver quelque chose. N'importe quoi. Ma présentation, mon travail. Elle attrapa des serviettes et essaya d'essuyer son ordinateur portable, mais il était trop tard. L'écran restait noir. 6 mois de travail, des présentations pour la conférence de demain, des dossiers clients, tout. Ses mains tremblaient. Le jus dégoulinait de son sweat à capuche sur le coûteux siège de première classe, et Rachel se tenait au-dessus d'elle avec l'expression la plus exagérée de fausse préoccupation. Oh mon Dieu, quel accident maladroit. La voix de Rachel était théâtrale, clairement jouée pour les autres passagers. C'est ce qui arrive quand les enfants apportent dans les avions des choses chères qu'ils ne peuvent pas se permettre de remplacer. L'implication était limpide. C'était la faute de Naomi d'être ici, d'avoir de belles choses, d'exister dans un espace où Rachel croyait qu'elle n'avait pas sa place. Jessica se précipita avec des serviettes, le visage sincèrement angoissé. Oh non, je suis vraiment désolé. Tenez, laissez-moi vous aider. Rachel la coupa sèchement. Jessica, je m'en occupe. Allez voir en classe économique. Jessica hésita. Maintenant. Ordonna Rachel. Jessica s'éloigna à contre-cœur, regardant Naomi avec sympathie et culpabilité. Marcus apparut avec plus de serviettes, s'agenouillant à côté du siège de Naomi pour l'aider à nettoyer. Sa voix était douce et gentille. On va vous nettoyer, d'accord? Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Naomi. Mon ordinateur portable, 6 mois de travail. Ma présentation est demain. Avez-vous une sauvegarde? Demanda doucement Marcus. La voix de Naomi se brisa. Sur le cloud, mais le matériel, certains fichiers n'étaient enregistrés que localement. Rachel se tenait au-dessus d'eux, les bras croisés, son expression ne montrant aucun remords. Eh bien, la prochaine fois, vous laisserez les jouer à la maison. Naomi la regarda, les larmes coulant sur son jeune visage. Ce n'est pas un jouet. C'est mon entreprise. Ma société. Rachel a ri. Un son froid et moqueur. Votre société. Quelle entreprise une enfant de 13 ans dirige-t-elle? Un stand de limonade? De son siège, Gerald Westbrook gloussa. Diane ajouta, les enfants d'aujourd'hui pensent que jouer sur des ordinateurs fait d'eux des PDG. La voix de Naomi devint plus forte malgré les larmes. Carter Youth Insight. Je suis la fondatrice et PDG. Nous faisons de l'analyse et du conseil en consommation pour les grandes entreprises. La fausse sympathie de Rachel devint en quelque sorte encore plus cruelle. C'est adorable, ma chérie. Vraiment mignon. Mais soyons réalistes. Vos parents ont probablement créé un joli petit site web et vous pensez que c'est une entreprise. C'est le monde réel. Et dans le monde réel, les enfants n'achètent pas de billets de première classe. Ils ne dirigent pas d'entreprise. Ils n'ont pas leur place ici. Ce mot, place. Il frappa Naomi comme une gifle, car il révélait la vérité derrière toutes les actions de Rachel. Il ne s'agissait pas du billet. Il ne s'agissait pas de l'eau. Il ne s'agissait même pas de l'ordinateur portable en ruine. Il s'agissait d'une jeune fille noire de 13 ans assise dans un espace où Rachel croyait qu'elle n'avait aucun droit d'être. Rachel continua, enhardie par les larmes de Naomi, par sa propre colère, par 12 ans de frustration et de difficultés financières. Je travaille depuis 12 ans. 12 ans et j'ai à peine de quoi joindre les deux bouts. J'ai 2 emplois. Je peux à peine me payer le loyer.
Et vous vous attendez à ce que je croie qu'une petite fille. Elle se rattrapa, mais l'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Les mots qu'elle n'avait pas prononcés étaient d'une certaine manière plus forts que ceux qu'elle avait dit. Carlos Martinez se leva de son siège, sa voix ferme. Ça suffit. Vous dépassez les bornes. Rachel se retourna vers lui, défensive. Je fais mon travail, monsieur. Votre travail est de servir les passagers, rétorqua Carlos. Pas de harceler les enfants. Linda Chin sortit son téléphone, ses doigts bougeant rapidement. Je documente cela. C'est de la discrimination. Une discrimination claire et évidente. Le visage de Rachel rougit. Discrimination contre quoi? Des enfants riches et gâtés? La voix de Linda devint glaciale. Contre une enfant noire que vous avez traitée complètement différemment de tous les autres passagers de cette cabine. Nous l'avons tous vu. Chaque personne ici vous a regardé leur sourire, elle désigna les Westbrook, et lui lançait un regard méprisant. Nous vous avons regardé lui refuser de l'eau tout en servant tout le monde. Nous vous avons regardé détruire sa propriété. Et nous vous avons entendu lui dire qu'elle n'avait pas sa place. La voix de Rachel trembla, prise entre la colère et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Comment osez-vous? Je ne suis pas. Je ne ferai jamais. La voix de Naomi coupa la dispute. Calme mais clair. Vous ne m'avez pas servi d'eau. Vous avez dit que je n'avais pas ma place. Vous avez renversé du jus sur mon ordinateur portable et vous vous êtes moqué de mon travail. Parce que vous ne croyez pas qu'une fille qui me ressemble puisse se permettre ce siège. Honnêtement. Le silence tomba dans la cabine. Même Rachel sembla momentanément sans voix. Puis Rachel chercha à reprendre le contrôle, sa voix tremblante. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je traite tout le monde pareil. Naomi essuya les larmes de son visage, laissant des traces de jus collantes sur ses joues. Alors pourquoi leur avez-vous souri et m'avez-vous méprisé? Personne ne répondit. Le silence était assourdissant. Rachel fouilla dans sa poche et en sortit un carnet de bons, ses mains tremblant légèrement. Je vous offre un bon de $50 pour le désagrément. La voix de Naomi était creuse. Mon ordinateur portable vaut $2000. Les données qu'il contient valent plus que ce que je peux calculer. Ma présentation pour la conférence de demain est ruinée et vous m'offrez $50? Prenez-le ou laissez-le, ma chérie. La façon dont Rachel prononça « ma chérie » sonnait comme une insulte. Comme si Naomi n'était rien, comme si elle n'était personne. Naomi fixa son ordinateur portable en ruine, son sweat à capuche taché de jus, ses documents de présentation détruits. Elle toucha le collier en croix que sa mère lui avait donné ce matin-là. Elle pensa aux paroles de sa mère, « Ne laisse personne te rabaisser ». Et quelque chose en elle a changé. Sa tristesse s'est durcie en quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, quelque chose qui s'était accumulé pendant 13 ans à être sous-estimé, ignoré et manqué de respect. Naomi fouilla dans son sac à dos. Miraculeusement, il était resté sec et en sortit son téléphone. Rachel sourit. Appelez maman. Naomi ne répondit pas. Elle déverrouilla son téléphone et fit défiler ses contacts. Ses doigts s'arrêtèrent sur un nom, David B. Transanzil. Elle prit une profonde inspiration. Elle avait 13 ans, couverte de jus de pomme, les larmes encore séchant sur son visage. Mais elle en avait assez. Elle appuya sur la touche d'appel. Si vous êtes aussi indigné que moi en ce moment, assurez-vous de vous abonner, car ce que Naomi fait ensuite est absolument légendaire. Commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place de Naomi? Seriez-vous resté silencieuse ou auriez-vous riposté? Faites-le moi savoir. Le téléphone sonna 2 fois. Naomi le mit sur haut-parleur car elle ne se souciait plus de qui entendrait ce qu'elle avait à dire. Une voix professionnelle répondit. Bureau de David Brennan. La voix de Naomi était maintenant posée, canalisant chaque once de maturité qu'elle possédait. Bonjour, ici Naomi Carter. J'ai besoin de parler à David immédiatement. Dites-lui que c'est urgent et concernant le vol 447. Le ton de l'assistante était poli mais dédaigneux. Je suis désolé, Monsieur Brennan est en réunion. Dites-lui que Naomi Carter, PDG de Carter Youth Insight et actionnaire de Transcontinental Airlines, a besoin de lui maintenant. Il prendra l'appel. Le visage de Rachel, qui avait été suffisant, devint pâle. Gerald Westbrook ricana bruyamment depuis son siège. Actionnaire?
Vous êtes une enfant délirante. Le ton de l'assistante changea immédiatement. Veuillez patienter, mademoiselle Carter. Une musique remplit la cabine. 30 secondes de musique classique qui semblèrent une éternité. Tous les passagers en première classe étaient maintenant silencieux, regardant cette fille de 13 ans couverte de jus, tenant un téléphone comme une arme. Puis une voix d'homme se fit entendre, inquiète et alerte. Naomi, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, David. La voix de Naomi craqua légèrement, mais elle continua. Je suis sur l'un de vos avions en ce moment. Vol 447 Atlanta à Miami. D'accord. David Brennan, le PDG de Transcontinental Airlines, semblait confus. Y a-t-il un problème? Naomi prit une inspiration tremblante. Votre chef de cabine, Rachel Morrison, numéro d'employé. Elle regarda directement le badge de Rachel et le lut attentivement. 447 293, a refusé de me servir de l'eau, a délibérément renversé du jus sur mon ordinateur portable, détruisant des mois de travail, a qualifié mon entreprise de jouet, m'a dit que je n'avais pas ma place en première classe et m'a traité avec hostilité et mépris pendant tout le vol devant des témoins. Il y eut une pause. Quand David parla à nouveau, sa voix était tendue d'une colère à peine contenue. J'ai besoin que vous répétiez cela. Naomi le fit, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Plusieurs passagers ont essayé d'intervenir. Elle a redoublé d'efforts. David, j'ai 13 ans. J'ai payé ce billet avec mon propre argent. J'ai été humilié, dégradé et discriminé à 10 000 mètres d'altitude. Laissez-moi parler à l'hôtesse de l'air maintenant. Les mains de Rachel tremblaient visiblement alors qu'elle attrapait le téléphone de Naomi. Sa voix sortit en bégayant. Monsieur Brennan, monsieur, c'est un malentendu complet. La voix de David traversa le haut-parleur comme de la glace. Avez-vous refusé le service à mademoiselle Carter? Nous allions servir tout le monde. Elle était juste impatiente. Avez-vous ou non refusé de lui donner de l'eau? Le visage de Rachel était maintenant rouge vif. C'était. Elle est une enfant. Je ne pensais pas, vous ne pensiez pas qu'une enfant noire avait sa place en première classe. Les mots de David coupèrent la cabine comme un couteau. Je n'ai jamais dit ça. La voix de Rachel s'éleva défensivement. Remettez mademoiselle Carter au téléphone. Rachel jeta pratiquement le téléphone à Naomi, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit le laisser tomber. Je suis là. Dit Naomi. Que voulez-vous que je fasse? Demanda David. Naomi regarda par la fenêtre les nuages en dessous. Elle pensa à toutes les fois où quelqu'un l'avait ignorée, à toutes les fois où quelqu'un avait supposé qu'elle n'était personne, à toutes les fois où quelqu'un l'avait fait se sentir petite, et elle prit une décision qui allait tout changer. Faites faire demi-tour à l'avion. Silence. Un silence complet et total. Vous voulez. La voix de David était stupéfaite. Vous voulez immobiliser le vol? Je veux que cet avion retourne à Atlanta, dit Naomi, sa voix claire et inébranlable. Je veux régler ça face à face. Je veux que tout le monde à bord de cet avion comprenne que ce comportement a des conséquences. Naomi, c'est une énorme demande. 200 passagers, les horaires de l'équipage, les frais de porte, les coûts de carburant. Je dédommagerai personnellement chaque passager pour son désagrément. $500 chacun, plus un nouveau vol sur le prochain disponible, surclassé s'il n'était pas déjà en première classe. C'est $100 000. Je le couvrirai. Des halètements parcoururent la cabine de première classe. Les passagers qui avaient fait semblant de ne pas écouter regardaient maintenant ouvertement. Vous êtes sérieuse? Dit David, et ce n'était pas une question. Je n'ai jamais été plus sérieuse de ma vie. La voix de Naomi se renforça à chaque mot. Je suis une fille de 13 ans qui a travaillé dur pour tout ce que j'ai. J'ai gagné mon succès. J'ai payé ce billet avec l'argent que j'ai gagné et je suis traité comme des ordures à cause de mon apparence et de mon âge. Si c'est ainsi que votre compagnie aérienne traite les passagers, traite les enfants, alors nous avons un problème majeur. Et en tant qu'actionnaire, j'ai le droit d'exiger des comptes. Il y eut une longue pause. Naomi pouvait presque entendre David calculer, peser les coûts, considérer les implications. Combien d'actions possédez-vous, Naomi? La réponse de Naomi fut précise. 47 000 actions achetées il y a 6 mois par l'intermédiaire de mon gestionnaire de placement. À la valeur marchande actuelle,
cela représente environ 2,1 millions de dollars investis dans votre compagnie aérienne. Rachel chancela littéralement en arrière, s'agrippant au siège derrière elle pour se soutenir. La bouche de Gerald Westbrook tomba si largement qu'on pouvait voir son coûteux travail dentaire. La main de Diane Westbrook vola à son collier de perles, le serrant comme une bouée de sauvetage. Linda Chin sourit légèrement, hochant la tête avec satisfaction. La voix de David traversa le téléphone, pleine de résignation et de ce qui aurait pu être du respect. Vous possédez Jésus. Vous avez absolument raison. Vous avez tout à fait le droit d'exiger cela. J'appelle le capitaine tout de suite. Le vol 447 retourne à Atlanta. Merci, David. Naomi. Sa voix s'adoucit. Je suis tellement désolé que cela se soit produit. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous voulons être. La voix de Naomi redevint petite. L'adolescente vulnérable de 13 ans perçant à travers le personnage de PDG. J'espère vraiment que non. Elle termina l'appel. L'avion était absolument silencieux. On aurait pu entendre une épingle tomber dans l'allée moquettée. Rachel resta figée, son visage de la couleur de la neige fraîche. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air, mais aucun mot ne sortait. Vous êtes vraiment ? Rachel réussit enfin à murmurer. Naomi la regarda, épuisée et couverte de jus de pomme séchée. Vraiment ? Quoi ? Vraiment réussi ? Vraiment ? Une actionnaire ? Vraiment ? Quelqu'un qui méritait une dignité humaine fondamentale ? L'interphone crépita, faisant sursauter tout le monde. Mesdames et messieurs, ici le capitaine Reynolds. Nous avons reçu une demande de notre siège social de retourner à Atlanta en raison d'un problème urgent concernant un passager. Nous atterrirons dans environ 35 minutes. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Hôtesse et steward, veuillez préparer la cabine pour le demi-tour. Le chaos éclata. Vous plaisantez ? J'ai une réunion à Miami. Quel problème urgent ? C'est insensé. Les passagers sortaient leur téléphone, se plaignant bruyamment, exigeant des explications. Toute la cabine sombra dans la confusion et la colère. Naomi détacha sa ceinture et se leva de son siège. Elle était si petite que même debout sur le coûteux coussin de cuir, elle était à peine plus grande que les passagers assis autour d'elle. Excusez-moi. Sa jeune voix coupa le bruit. Tout le monde, s'il vous plaît. Je suis désolé. C'est de ma faute. La cabine se calma progressivement, tous les regards se tournant vers la jeune fille de 13 ans debout sur le siège 2A, couverte de jus de pomme, les larmes coulant encore sur son visage. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 13 ans. Elle prit une profonde inspiration. J'ai demandé à cet avion de faire demi-tour parce que j'ai été victime de discrimination, humiliée et que mes biens ont été détruits par une hôtesse de l'air. Je sais que cela vous affecte tous, chaque personne dans cet avion. Alors, je donne personnellement à chaque passager $500 plus une nouvelle réservation sur le prochain vol disponible avec surclassement. Vous serez tous indemnisés pour ce retard. Je suis vraiment, vraiment désolé pour le désagrément. Elle se rassit, ayant soudain l'air très jeune, très fatiguée et très petite. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, Linda Chin commença à applaudir. Des applaudissements lents et délibérés qui résonnèrent dans la cabine. Carlos Martinez la rejoignit, ses applaudissements forts et encourageants. Puis plusieurs autres passagers commencèrent à applaudir. Même certains passagers de la classe économique qui avaient entendu l'annonce par l'interphone commencèrent à applaudir, leurs mains visibles entre les sièges. Mais tout le monde n'était pas solidaire. Un homme d'affaires en colère, dans la rangée 3, se leva. C'est absolument ridicule. Pour du jus renversé. Vous dérangez 200 personnes pour un accident maladroit. Linda Chin se leva aussi, sa voix tranchante. Il ne s'agissait pas de jus. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait d'une enfant victime de discrimination à cause de son âge et de sa race. Et si vous ne pouvez pas le voir, si vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est important, alors vous faites partie du problème. L'homme d'affaires se rassit, grommelant. Rachel s'était effondrée sur le strapontin de l'équipage, la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait peut-être, mais c'était difficile à dire. Jessica, la jeune hôtesse de l'air qui avait été forcée de s'éloigner plus tôt, vint s'asseoir à côté de Naomi.
Ses yeux étaient rouges. Je suis tellement désolé, murmura Jessica. J'aurais dû vous défendre. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. J'avais juste peur de Rachel. Peur de perdre mon emploi, et je l'ai laissé vous traiter ainsi. Je suis tellement désolé. Naomi la regarda. Vous êtes jeune. Vous aviez peur. Je comprends. Mais vous êtes plus jeune que moi, dit Jessica, sa voix se brisant. Et vous êtes plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Marcus apparut avec une couverture de première classe, douce, chaude et chère. Il la drapa doucement autour des épaules de Naomi. Vous allez changer les choses, petite, dit-il doucement. Je le sais. J'ai travaillé pour cette compagnie aérienne pendant 8 ans, et j'ai vu des choses qui ne devraient pas arriver. Mais personne n'a jamais rien fait jusqu'à vous. Naomi serra la couverture plus fort autour d'elle, se sentant soudainement froide malgré la température de la cabine. Elle regarda par la fenêtre alors que l'avion commençait à virer, tournant en un large arc vers Atlanta. Sa voix était à peine un murmure. Je voulais juste de l'eau. Marcus lui serra doucement l'épaule. Je sais, petite. Je sais. L'avion descendit à travers les nuages, retournant vers la ville qu'ils avaient quittée moins d'1 heure auparavant. Les passagers étaient sur leur téléphone, certains en colère, certains compréhensifs, certains postant déjà sur les médias sociaux l'événement sans précédent qui se déroulait à 10 000 mètres d'altitude. Rachel n'avait pas bougé du strapontin. Ses cheveux parfaitement coiffés se défaisaient. Son maquillage était étalé. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Gerald Westbrook tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de reprogrammer une réunion importante qu'il pensait avoir. Diane Westbrook regardait Naomi avec une expression difficile à lire. Choc peut-être, ou honte. Linda Chin capta le regard de Naomi et prononça 2 mots, merci. Carlos lui fit un petit salut. Et Naomi resta assise, enveloppée dans sa couverture, couverte de jus de pomme, son ordinateur portable éteint dans son sac, sa présentation ruinée, son discours de conférence détruit. Mais pour la première fois de sa vie, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle avait fait quelque chose qui importait plus que n'importe quel accord commercial ou discours principal. Elle avait tracé une ligne. Elle avait dit, assez. Elle avait refusé d'être petite. L'avion continua sa descente. Le paysage d'Atlanta apparut au loin, grandissant à chaque minute qui passait. Et quelque part dans cette ville, des camions de presse étaient probablement déjà en route vers l'aéroport international Hartsfield-Jackson, car la nouvelle se répandait vite. Une fille de 13 ans avait immobilisé un avion de ligne commerciale, et le monde était sur le point de découvrir pourquoi. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous pensez que Naomi a fait ce qu'il fallait, et assurez-vous d'être abonné car la confrontation qui est sur le point de se produire à cet aéroport est absolument incroyable. Question pour vous. Pensez-vous qu'immobiliser l'avion était trop extrême, ou était-ce la réponse parfaite? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'avion atterrit sur la piste avec une légère secousse, les pneus crissant contre l'asphalte. Les passagers restèrent dans un silence tendu, certains vérifiant leur montre, d'autres tapant encore furieusement sur leur téléphone. Naomi rassembla ses affaires en ruine avec des mains tremblantes. Son sac à dos était collant. Son sweat à capuche était raide de jus séché. Son ordinateur portable gisait mort et inutile au fond de son sac, mais elle garda la tête haute alors que l'avion roulait vers la porte. Elle capta son reflet dans la fenêtre. Une jeune fille noire aux cheveux tressés légèrement défaits, les yeux fatigués cerclés de rouge à force de pleurer. Un sweat à capuche taché qui avait autrefois proclamé fièrement « Young, Gifted, and Black ». Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enfant de 13 ans qui avait vécu quelque chose de traumatisant. Mais il y avait autre chose dans ce reflet aussi. Quelque chose d'acier. Quelque chose qui n'avait pas été là avant. La voix du capitaine se fit entendre une dernière fois par l'interphone. Mademoiselle Carter, un comité d'accueil vous attend à la porte. Rachel leva enfin la tête de ses mains. Son mascara avait coulé en rivière sombre sur ses joues. Ses yeux étaient gonflés et rouges. Pour la première fois depuis le début du vol, elle semblait humaine, brisée. Jessica se tenait à ses côtés, parlant doucement. Rachel, vous devez faire face à cela. La voix de Rachel était à peine audible. Je n'arrive pas à croire qu'elle n'est qu'une enfant. Comment une enfant? Marcus l'interrompit, sa voix ferme mais pas méchante. C'est votre problème, Rachel. C'est votre problème.
Vous avez continué à ne voir qu'une enfant. Vous n'avez pas vu une personne méritant le respect. Vous avez vu son âge, la couleur de sa peau, et vous avez fait des suppositions. Et maintenant, vous devez faire face aux conséquences de ces suppositions. L'avion s'arrêta complètement. Le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit. Personne ne bougea. Finalement, Naomi se leva. À 13 ans, elle était petite, même selon les normes des adolescents, mais d'une certaine manière, elle semblait remplir toute la cabine. Elle passa son sac à dos sur ses épaules, attrapa sa valise à roulettes et marcha dans l'allée vers la sortie. Chaque passager la regarda partir. Certains avaient l'air coupables. Certains avaient l'air solidaires. Certains avaient encore l'air en colère à cause du désagrément, mais ils la regardaient tous. Alors que Naomi atteignait la porte de l'avion, l'équipage se tenait en ligne. Marcus s'avança et murmura « Vous êtes remarquable. N'oubliez jamais ça. » Naomi esquissa un petit sourire. « Merci d'être gentil. » Elle s'engagea dans la passerelle, et c'est là qu'elle les vit. À la porte, il y avait ce qui ne pouvait être décrit que comme un comité d'accueil. David Brennan, PDG de Transcontinental Airlines, la cinquantaine, impeccablement vêtu d'un costume coûteux, le visage marqué par le stress. À ses côtés se tenait la directrice des ressources humaines, une femme d'une quarantaine d'années serrant une tablette contre sa poitrine, une équipe juridique de 3 personnes en tenue d'entreprise assortie, des agents de sécurité de l'aéroport, des responsables de l'aéroport dans leurs uniformes distinctifs, et derrière eux tous, ayant d'une manière ou d'une autre déjà eu vent de l'histoire, il y avait des équipes de presse, des caméras, des reporters, des microphones. David Brennan s'avança alors que Naomi sortait de la passerelle. Son visage mêlant détresse et ce qui aurait pu être de l'admiration. Naomi. Mais Naomi passa devant lui. Ses yeux étaient fixés sur Rachel Morrison, qui venait de sortir de l'avion derrière elle, l'air de marcher vers sa propre exécution. Les deux se tenaient face à face. Une fille de 13 ans, une femme de 38 ans. Tout l'aéroport sembla retenir son souffle. La voix de Naomi était calme mais claire. Pourquoi? Le visage de Rachel se froissa. Je ne voulais pas, oui, vous le vouliez. La voix de Naomi ne s'éleva pas, mais elle coupa comme une lame. Vous pensiez chaque mot, chaque mépris, chaque moment de cruauté. Alors, je vous demande pourquoi. Les mains de Rachel se tordirent. Des larmes coulaient sur son visage, traversant les restes de son maquillage. Parce que ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Et puis quelque chose se brisa en Rachel. Les mots s'échappèrent comme si un barrage avait cédé. J'ai travaillé toute ma vie, toute ma vie. J'ai 2 emplois. Je travaille 60 heures par semaine, et je peux à peine payer le loyer. Je n'ai jamais voyagé en première classe, même si je travaille en première classe tous les jours. Je sers du champagne à des gens qui ne disent même pas merci. Je souris à des passagers qui me traitent comme si j'étais invisible. Et j'accepte juste parce que j'ai besoin de mon salaire parce que j'ai des factures. Parce que je n'ai pas d'autre choix. La voix de Rachel s'éleva, devenant presque frénétique. Et puis vous montez dans l'avion. 13 ans, une enfant, et vous avez plus d'argent que je n'en verrai jamais de ma vie. Vous voyagez en première classe comme si de rien n'était. Vous portez des baskets qui coûtent probablement plus cher que le paiement de ma voiture. Vous avez un ordinateur portable qui vaut des milliers de dollars. Vous parlez de votre entreprise, de vos présentations, de votre succès, et vous n'êtes qu'une enfant. Elle sanglotait maintenant, les mots à peine cohérents. Et je sais que c'est mal. Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais je n'ai juste. Je n'ai pas pu supporter ça. Je n'ai pas pu supporter de vous voir avoir tout ce pour quoi j'ai travaillé et que je n'atteindrai jamais. Et quand vous avez demandé de l'eau, quelque chose en moi a juste craqué. Je voulais que vous vous sentiez petite. Je voulais que vous ayez l'impression de ne pas avoir votre place, parce que si vous aviez votre place là, qu'est-ce que cela disait de moi? Le terminal de l'aéroport était absolument silencieux. Tout le monde, passagers, personnel de la compagnie aérienne, sécurité, reporters, resta figé, écoutant cette confession. La voix de Naomi était douce. Donc, vous m'avez puni pour votre douleur. Rachel hocha la tête, incapable de parler, son corps secoué de sanglots. Vous avez vu une fille noire en première classe, continua Naomi. Et vous avez supposé que je n'avais pas mérité mon siège.
Vous avez vu mon âge et avez supposé que je faisais semblant. Vous avez vu mon succès et avez senti qu'il diminuait le vôtre. Mais Madame Morrison, Naomi s'approcha. Mon succès n'est pas votre échec. Mon siège n'enlève rien à votre valeur. Le fait que j'ai de l'argent ne signifie pas que vous méritez de lutter. Et la couleur de ma peau et mon âge ne me rendent pas moins digne de respect. Rachel la regarda, le visage taché de mascara tordu d'angoisse. Je sais, je suis une personne horrible. Non, dit Naomi fermement. Vous êtes une personne blessée qui a blessé quelqu'un d'autre. Il y a une différence. Le système qui vous soupait, qui vous fait travailler 2 emplois pour survivre, qui vous fait servir du champagne à des gens qui gagnent en un jour ce que vous gagnez en un an. C'est ça le problème. Mais vous avez pris votre douleur et vous l'avez dirigée vers moi, une fille de 13 ans, parce que j'étais une cible plus facile que le système qui vous blesse réellement. David Brennan s'avança, sa voix faisant autorité. Madame Morrison, vous êtes suspendue, en attendant une enquête complète. Avec effet immédiat. Rachel hocha la tête, engourdie, semblant se recroqueviller sur elle-même, mais Naomi leva la main. Attendez. Tout le monde se tourna pour la regarder. Ne la renvoyez pas, les sourcils de David se haussèrent. Naomi, elle. Je sais ce qu'elle a fait, l'interrompit Naomi. Je sais mieux que quiconque, mais la renvoyer ne résout rien. Cela ne change pas ce qu'elle croit. Cela ne l'aide pas à comprendre pourquoi ce qu'elle a fait était mal. Cela la met simplement en colère. Et alors, elle déverse cette colère sur la prochaine personne qui lui rappelle sa propre douleur. Linda Chin, qui avait suivi le groupe en descendant de l'avion, s'avança lentement. Vous êtes remarquable, dit-elle avec gravité. Vraiment remarquable. Naomi se tourna alors vers les caméras de presse, désormais braquées sur elle. Les objectifs scintillaient, les microphones s'approchaient, suspendus à ses lèvres. Puis-je dire quelque chose, demanda-t-elle d'une voix posée. Les journalistes s'avancèrent d'un même mouvement. Naomi Carter, 13 ans, les vêtements tachés de jus de pomme séchée, le visage marqué par la fatigue mais les yeux brûlants de détermination, fit un pas en avant. Elle regarda droit dans les caméras. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 13 ans. Je suis la PDG de Carter Youth Insight. Je suis actionnaire de Transcontinental Airlines. Et aujourd'hui, j'ai immobilisé un avion. Un murmure parcourut la foule. Puis une voix s'éleva, pourquoi avoir immobilisé l'avion, Naomi? Elle inspira profondément, la mâchoire serrée, la voix tremblante mais claire. Parce que j'ai été victime de discrimination. Parce qu'une hôtesse de l'air a vu une jeune fille noire et a décidé que je ne méritais pas le respect le plus élémentaire. Parce qu'elle a détruit mes affaires et s'est moquée de mon succès. Parce qu'elle m'a dit que je n'avais pas ma place. Elle marqua une pause. Et je veux que les gens sachent quelque chose. Surtout les jeunes. Surtout les enfants noirs et métis. Surtout les filles. Le respect n'est pas négociable. La dignité n'est pas discutable. Et le succès n'a pas d'âge. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Jamais. Les caméras clignotèrent, les flashs éclatèrent, mais Naomi continua, inébranlable, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir autrement sur le respect, sur la dignité, sur la façon de se défendre, alors abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, souvenez-vous de ceci, vous avez votre place. Où que vous soyez, quel que soit l'espace dans lequel vous entrez, vous avez le droit d'y être. Vous méritez d'exister, de parler, d'être entendu. Elle regarda un instant autour d'elle, puis ajouta, plus doucement, qui, dans votre vie, a besoin d'entendre l'histoire de Naomi? Identifiez-les dans les commentaires. Et dites-moi, quelle est cette fois où vous auriez voulu vous défendre, mais ne l'avez pas fait? Parlons-en, parce que votre histoire compte. Elle compte autant que la mienne. Elle inspira une dernière fois, leva le menton vers les caméras et conclut, merci d'avoir regardé. Et n'oubliez jamais, ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'avez pas votre place.